Saviez-vous que Fréquence Drone est une web radio associative animée par un petit groupe de bénévoles passionnés ? Vous aussi, participez à l'aventure en devenant sponsor ou mécène de notre association. Plusieurs formules, selon votre niveau d'implication, peuvent être envisagées. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr en précisant sponsor dans l'objet du courriel. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en notoriété. Hey, je viens de voir ça. Au fait, c'est quoi Aéropixie ? Aéropixie, c'est une équipe, un savoir-faire, une compétence reconnue dans l'analyse, l'expertise et la rédaction des documents relatifs à la réglementation drone, ou encore même la formation. Si je te dis Manex par exemple, ou encore dossier d'analyse de risque Sora. Je sais pas trop faire. Ah, c'est pour ça, Aéropixie t'accompagne et il t'accompagne même dans la création d'entreprises dans le domaine du drone. Envoie-leur un message, une seule adresse, contact@aeropixie.com, aeropyxis.com. Aéropixie. Ah super, merci. Vous êtes télépilote, en activité depuis peu ou plus expérimenté ? Vous aussi, passez à l'antenne dans notre émission Parole de télépilote. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Fréquence Drone, parole de télépilote. Parole de télépilote. Être télépilote de drone, dans un contexte professionnel, associatif ou de loisirs, c'est avant tout la possibilité d'être au contact avec la nature et pour beaucoup de se faire plaisir, bref, de passer un moment agréable. Toutefois, utiliser un drone n'est pas sans danger. À l'instar des véhicules terrestres à moteur, il y a une gradation du risque suivant le type de véhicule utilisé. En effet, entre une trottinette électrique et une moto de grosse cylindrée, une voiture sans permis ou une hypersportive, il y a toute une réglementation qui devient de plus en plus restrictive, plus le risque augmente, que ce soit à l'égard des tiers, des biens ou de soi-même. Et utiliser de tels engins demande une phase d'apprentissage, tant la réglementation en vigueur peut être complexe. Ce n'est pas toujours facile d'apprendre quand l'ensemble des contraintes ne sont pas comprises. Aujourd'hui, nous lançons une toute nouvelle émission qui s'intitule « Parole de télépilote », dont le but est de vous permettre, vous qui utilisez déjà un drone, quelle que soit son affectation, de vous exprimer librement sur le sujet. Quelles sont vos attentes ? Quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées ou que vous rencontrez encore ? Quelles sont vos plus belles réussites ? Et pour démarrer cette toute nouvelle série d'émissions, nous accueillons maintenant Guilhem Villard, télépilote de drone et président de la société Expeditus. Bonjour Guilhem. Bonjour Thierry. Alors Guilhem, faisons d'abord plus ample connaissance. Quel était ton parcours avant de t'intéresser au drone ? Parcours d'entrepreneur, puisque j'ai créé ma première société en 1995, après avoir obtenu un diplôme de juriste. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'informatique bancaire, sur des logiciels de gestion juridico-bancaire, ce qui m'a amené à voyager pas mal, puisque nos produits étaient distribués notamment sur toute la partie Afrique francophone, les Dom-Tom, et également la Nouvelle-Calédonie. À la suite de quoi, je suis parti en expatriation au Canada et j'ai mené ensuite des missions de transition, notamment dans le Bordelais, ça c'est très agréable. Et mon dernier projet était en fait un projet entrepreneurial au Portugal qui n'a pas résisté au Covid, malheureusement, mais au cours duquel j'ai eu connaissance du drone, j'ai pris contact avec le monde du drone. Et c'est ce qui m'a amené à devenir ensuite pilote de drone. Je crois avoir compris que tu as découvert le drone dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement après avoir lu un article qui concernait les crédits carbone forestiers, c'est-à-dire ? Tout à fait. Donc le dernier projet consistait à créer des usines de production de charbon de bois écologique, donc qui ne polluaient pas, et également de faire de la reforestation. Quand on fait la reforestation, et pour se faire financer sur la reforestation, on calcule les crédits carbone forestiers, c'est-à-dire combien les arbres vont absorber de crédits carbone, et ce qui permet de se financer puisqu'il y a une bourse pour ça. Et pour calculer les crédits carbone forestiers, la solution traditionnelle, c'était de faire venir un cabinet de consultants qui était recommandé par la communauté européenne, donc 3 consultants, 3 semaines, 100 000 euros. Et j'avais vu passer un pilote de drone qui faisait ça avec un logiciel pour calculer justement les crédits carbone forestiers, donc les couvertures qui étaient dégagées par les arbres, l'absorption des arbres grâce aux feuilles,
et qui avait un coût qui était bien évidemment sans commune mesure avec nos chers consultants des cabinets McKinsey. Cabinet bien connu en ce moment. Alors, tu as aujourd'hui un projet qui te tient à cœur, que tu exercerais éventuellement en tant que bénévole, ou que tu vas exercer d'ailleurs en tant que bénévole. Une qualité qui se perd de nos jours, tu en conviendras. Le bénévolat et le drone, ce n'est pas très bien accepté par ceux qui en ont fait une activité professionnelle. Pourquoi avoir choisi cette voie plutôt que la vente commerciale de ton art ? Alors, pour revenir un petit peu sur ce point-là, je suis un professionnel qui facture des prestations et en parallèle, ce qui me permet le temps, puisque j'ai lancé ma société il y a un peu moins d'1 an, le temps d'avoir un portefeuille client important. C'est vrai que j'ai proposé des missions de bénévolat auprès de ma paroisse à la suite d'un appel d'offres qui avait été lancé à la fin d'une messe par le nouveau prêtre, qui sollicitait les paroissiens pour avoir des photos mises à jour des différentes églises, puisque la paroisse dont je fais partie, il y a 36 églises. À l'époque, je ne savais pas, je pensais qu'il y en avait une quinzaine, et lorsque j'ai proposé mes services pour faire des vidéos et des photos de ces églises, il m'a dit, bah oui, il y en a 36. Donc ça a été un petit peu la surprise. Mais c'est en fait en parallèle de mon activité professionnelle, puisque j'ai à côté des contrats. D'ailleurs, le dernier s'est signé cette semaine, mardi. Mais j'ai des contrats commerciaux. Mais pour moi, la notion de bien commun, je fais du bénévolat depuis 30 ans. Et la notion de bien commun, puisque les églises font partie, les clochers font partie de nos villages. Je suis à la campagne, je suis dans le Perche. Et Dieu sait si nous avons de beaux bâtiments dans le Perche, ce qu'on appelle les collines du Perche, qui sont très agréables. Et je trouvais important, quel que soit le métier, de pouvoir venir en appui de notre patrimoine auprès de la paroisse, certes, mais aussi auprès des différentes municipalités qui, à un moment donné, devront intervenir sur ce qu'on pourrait appeler des bâtiments en péril. Oui. Alors justement, tu es bénévole pour les paroisses, c'est fortement très gratifiant. Le patrimoine religieux, il a effectivement besoin d'être entretenu, mais si je ne me trompe pas, près de 90% des églises sont la propriété des communes, à l'exception bien sûr de l'église catholique, qui reste propriétaire des édifices construits depuis 1905. Pourquoi tu ne t'adresses pas directement aux communes, puisque donc pour leur vendre, plutôt que d'offrir bénévolement ce travail ? Parce que les communes ont actuellement allouent leur budget à d'autres priorités. Oui, c'est normal. Si je prends l'exemple de la ville de Nogent-le-Rotrou, la semaine dernière, il y avait un article dans le journal indiquant que les consommations, le prix du chauffage, par exemple, allait passer pour la commune de 500 000 € à 1,5 million. Donc, il faut trouver 1 million d'euros en l'espace d'un trimestre. Oui, c'est sûr. Donc, je veux dire, alors c'est vrai que les églises font partie du patrimoine, mais ce n'est plus la priorité. Oui, d'où le bénévolat et ça rend service, effectivement. Voilà, d'où le bénévolat et ça rend service, puisque on va sur les points les plus critiques. Quand je faisais des études de risque, on parlait du niveau de criticité. Le niveau de criticité, c'est qu'est-ce qui est le plus urgent et le plus critique. Et actuellement, on a quelques églises qui ont un niveau de criticité élevé et d'autres où, fort heureusement, il y a eu des travaux qui ont été engagés dans les 20 dernières années. Voilà. Et puis comme tu l'as rappelé, comme les communes sont très endettées en ce moment à cause de l'énergie, tu ne prends le travail à personne en faisant du bénévolat. Donc ça, c'est quand même à rappeler aussi. Alors, si j'ai bien compris, tu es et tu as été ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Explique-nous ce besoin de créer des entreprises. Écoute, c'est un besoin lorsque j'étais à la fac, j'étais président du bureau des étudiants, puis ensuite j'ai fait partie de la junior entreprise de ma fac, et ma première création remonte à 1995, et j'ai 4 créations en actif. Alors, des succès ou des moins succès, donc des échecs. Le dernier étant le projet au Portugal, qui devait consacrer un site pilote, et qui malheureusement s'est terminé un peu rapidement à cause du Covid. Oui. Alors, tu le sais, je m'intéresse beaucoup aux débutants pour essayer de leur mettre un peu le pied à l'étrier, de les aider dans le domaine. Mais créer une société pour utiliser un drone, c'est un peu différent peut-être de ce que tu as déjà connu dans tes précédentes créations, non ?
Alors, dans les précédentes créations, oui et non. Créer une entreprise, c'est d'abord un projet fou. Il faut être un peu fou pour avoir envie de créer une entreprise. Mais en même temps, c'est une envie de liberté. C'est une envie de gérer son temps. Et gérer son temps ne veut pas dire qu'on travaille 30 heures, qu'on travaille 70 heures, mais qu'on le répartit comme on veut. Et c'est ensuite avoir une relation client qui est intéressante. Lorsque j'ai créé ma société Expeditus pour le drone il y a 1 an, j'ai adhéré à un club d'entrepreneurs d'une ville qui s'appelle La Ferté-Bernard. Ce club d'entrepreneurs s'appelle le RBO, le réseau de bouche à oreille. Et ce qui est très valorisant dans ce type de club, c'est que nous sommes entre pairs. Nous sommes entre entrepreneurs. Et le conseil que je pourrais donner éventuellement aux personnes qui veulent créer leur entreprise, c'est d'éviter de se sentir seul, d'éviter la solitude. Et donc, avoir le regard, parce que c'est un regard bienveillant, un club d'entrepreneurs, bien souvent c'est un regard bienveillant. Tout du moins, celui dont je fais partie, c'est dans l'esprit dans lequel il a été créé. Oui, généralement, c'est ce qu'on retrouve un peu dans tous ces clubs de créateurs d'entreprises. J'en ai côtoyé quelques-uns et j'ai apporté ma contribution à quelques-uns. Et effectivement, en général, on essaye de partager pour éviter les écueils et les embûches que tout un chacun a connus lorsqu'il a créé une entreprise. C'est ça, tout à fait. Alors, on vient d'en parler justement, une société, cela ne se crée pas sans avoir à définir un projet, tu l'as donc défini, mais également l'étude de faisabilité et effectivement son pendant, l'étude de marché. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour trouver des informations te permettant de corréler ton projet avec le marché du drone en France ? Alors, j'ai eu la chance de tomber sur un instructeur qui s'appelle Cyril Verdier, et sa société s'appelle Eternis Drone, il est situé à Angers. Et lorsque j'ai eu comme projet de devenir pilote professionnel, je lui ai demandé différents renseignements, de me donner des sources, de me fournir en documentation. Et ce dernier l'a fait avec beaucoup de spontanéité. Et ça m'a permis de réaliser mon étude de marché avant même de commencer ma formation avec lui. J'essaye souvent de l'expliquer, ne vous lancez pas dans le drone sans avoir déjà étudié le marché, votre marché, celui qui vous correspond, et pas celui qui existe chez Pierre-Paul ou Jacques. Alors, justement, beaucoup de télépilotes, notamment chez les débutants, trouvent que la réglementation est trop complexe, voire parfois totalement incompréhensible. Est-ce que c'est ton cas ? Et bien sûr, peux-tu nous donner quelques exemples de difficultés éventuellement rencontrées ? Alors, bon, de par ma formation de juriste, c'est vrai qu'on s'attache à étudier la réglementation dans différents domaines, le droit social, le droit des contrats, etc. Donc, ça n'a pas été pour moi l'aspect le plus difficile. L'aspect le plus difficile, ça a été d'aborder finalement les points qui concernent l'aviation civile à proprement parler. Où là, ainsi que certains aspects sur la mécanique des drones, sur l'électricité, bon, des domaines que je ne maîtrisais pas particulièrement, et d'ailleurs je les maîtrise pas encore très très bien. Mais l'aspect réglementation, il est en train actuellement de devenir un peu flou, je reconnais, avec l'intervention de la réglementation européenne. Enfin, l'avènement de la réglementation européenne, où j'avais encore ce matin une intervention au sein d'un collège pour présenter nos métiers. Et il y avait des jeunes qui avaient des drones qui leur étaient personnels, des petits drones, et on parlait réglementation, et ils ne comprenaient pas trop ce que voulait dire toute la réglementation qui a été mise en place. Donc c'était plutôt dans ce sens-là qu'elle était peu compréhensible pour moi. Par contre, là où ça devient plus difficile, effectivement, c'est dans le cadre de la compréhension pour des adultes qui vont travailler ensuite avec un drone, de la notion du risque qui est quand même assez importante. Alors, j'en avais l'illustration, pardon de te couper, mais j'en avais l'illustration encore tout à l'heure, lorsqu'un jeune me disait que lors d'un mariage, il y avait un pilote de drone, a priori un confrère, qui réalisait des vidéos avec un FPV, et qui passait au-dessus de la foule. Oui, mais sans prendre conscience du risque. Et voilà, donc quand j'ai dit que c'était pas très catholique, entre guillemets, ça l'a surpris.
Oui, c'est normal. En général, la jeunesse ne voit pas le risque et bon, c'est bien connu, il n'y a pas que dans le drone d'ailleurs, mais ils ne voient pas non plus les conséquences d'un accident parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir dire oui, mais moi je fais attention. Ils oublient que ça reste des machines et que les machines peuvent tomber en panne en plein vol et qu'une machine qui tombe en panne en plein vol, elle va au sol et s'il y a des gens en dessous, eh ben, elle peut les blesser et ça peut même être beaucoup plus grave que de la blessure. Oui, ce qui était amusant, c'est qu'il me disait, mais si on le fait voler plus haut. Oui, mais j'adore aussi les jeunes quand je discute avec eux parce qu'ils ont des fois des réponses et des questions qui sont des fois pas mal alambiquées et des fois complètement en dehors de toute considération. Mais bon, ça fait partie de la règle du jeu, il faut savoir l'accepter. Alors, au-delà de la réglementation, il y a aussi la compétence métier associée à l'activité drone. Que proposes-tu comme prestation en dehors du bénévolat, bien sûr ? D'accord. Alors, moi, c'est vrai que comme je publie pas mal d'articles sur LinkedIn pour informer, j'ai environ 1300 contacts qualifiés dans le domaine du drone. Et je me rends compte qu'il y a tout un tas de domaines, autant les drones aériens que les drones sous-marins ou les drones qui voguent. J'ai souhaité, moi, m'orienter plutôt vers les domaines que j'apprécie. J'apprécie les monuments, j'apprécie le patrimoine, donc les notions d'inspection, inspection de même d'usine, inspection d'église, là aussi à titre non pas uniquement bénévole, mais pour par exemple mon village qui avait un problème sur le toit. Également, les manoirs dans le Perche sont absolument magnifiques. Donc ça, c'est un des volets. L'autre volet, c'est un volet communication. Donc volet communication institutionnelle pour les entreprises ou aussi pour des sociétés de promotion immobilière. Et le dernier volet, celui finalement peut-être qui me tient le plus à cœur, c'est un volet sur l'environnement. Je me suis équipé avec un drone thermique pour plusieurs raisons. D'abord pour faire des études thermiques sur des maisons avec les pans thermiques. Ça, c'est quelque chose quand même qui est important à une époque où on nous demande de faire des économies d'énergie. Mais également, j'avais été séduit par une association qui essayait de repérer les fans de chevreuil, par exemple, au mois d'avril-mai, juste avant que le foin ne soit fauché, de telle sorte que on puisse repérer l'animal, le mettre en sécurité et que l'agriculteur puisse faire son travail. J'ai également, et ça c'est le contrat que j'ai signé cette semaine avec une MFR, une maison familiale et rurale. Donc là, on est dans le domaine de l'environnement, la protection de la nature, protection de l'environnement, où nous allons, avec mon partenaire qui est mon ancien instructeur, former les jeunes à l'utilisation du drone dans le domaine naturel. Donc protection de l'environnement naturel, protection des haies, on va déterminer s'il y a un stress hydrique sur les forêts, sur les cultures, quelles sont l'ampleur des dégâts de gibier. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie qui me tient à cœur dans le domaine du drone. Comment vois-tu la suite dans cette activité où le drone a, si j'ai bien compris, une place importante pour toi ? Alors, la suite, en bon entrepreneur, je dirais que compte tenu du contexte économique actuel, on peut difficilement faire des projections, ce qu'on appelle à moyen terme. Quand j'avais commencé mes études, on disait le moyen terme, c'est 3 à 5 ans, et le long terme, c'est au-delà de 5 ans. Donc, d'ici 3 ans, pour le moment, j'ai pas trop de visibilité. Ma feuille de route est de développer cette activité. Je suis en train de le faire au niveau local parce que je trouve quand même assez incroyable de dire je suis pilote de drone à Brest et je vais faire pour RTE des contrôles de pylônes électriques à Grenoble. Donc j'ai eu connaissance de ça et c'est pas l'esprit dans lequel je pense il va falloir travailler dans les prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai développé ce réseau sur LinkedIn
au niveau local également, je développe un réseau, de telle façon, même si ce n'est pas une franchise, mais de pouvoir dire à un client, en fonction de certains critères de qualité, j'entends bien, et de rendu, puisque l'important, le drone finalement n'est qu'un outil. L'important, c'est la donnée que l'on va apporter au client final. Voilà, ça, je pense que c'est un point qui est très important. Se faire plaisir avec un drone, c'est bien. Faire des acrobaties avec un drone, ok, pourquoi pas. Mais de livrer des datas à un client en fonction du besoin qu'il a exprimé, je pense que c'est un point qui est très important et qui permettra de se distinguer entre télépilotes en termes de qualité. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. J'aurais pu encore parler avec toi certainement encore bien longtemps. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs de Fréquence Drone, puisque maintenant tu as la parole? Alors, oui, je voulais insister sur un point, c'est que bon, les auditeurs de Fréquence Drone sont en majorité des confrères, et ce que je vais m'évertuer à faire, c'est à continuer à publier des posts sur LinkedIn. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très actif sur les autres plateformes, que ce soit Facebook ou Instagram, parce que je trouve que sur LinkedIn, on a la possibilité de publier des articles de qualité, et je voudrais continuer justement à leur donner de l'information à laquelle j'ai accès pour se renseigner, que ce soit le dernier post que j'avais fait, c'était la livraison en Suisse, la livraison de tubes d'analyse médicale par drone. L'autre, c'est le prochain que je vais publier, c'est un drone qui a atteint la profondeur de 4500 mètres. Voilà, donc c'est participer à la connaissance et à l'information de ce groupe, de cette famille de l'aviation civile, dont je fais maintenant partie. Ce sont des informations que tu récupères et que tu collectes pour ensuite les rediffuser, ou c'est toi-même qui vas chercher l'information? Ce sont des informations que je collecte via différents systèmes que j'ai mis en place pour justement les mettre à disposition de tous les confrères. Eh bien écoute, malheureusement on termine. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Guilhem. Nous espérons que cette nouvelle émission Parole de télépilote vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous souhaitez vous exprimer sur notre antenne. Merci à tous. Rendez-vous lors d'une prochaine émission Parole de télépilote. À très vite et encore merci, Guilhem. Merci Thierry. Ce podcast vous a été présenté par Aéropexy, l'expérience aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aéropexy.com. Fréquence Drone est une web radio associative animée par un petit groupe de bénévoles passionnés. Si vous souhaitez nous soutenir, vous êtes invité à adhérer à notre association. Plusieurs formules, selon votre statut et niveau de participation, vous seront proposées. Comment adhérer? C'est très simple. Rendez-vous sur la page adhésion de notre site internet fréquence-drone.fr. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en étant récompensé.